Ça vient tout juste de se passer, ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Donald Trump, auquel on a assisté. Le président français, entre autres, qui a lancé un appel au calme aux manifestants en marge du sommet de Biarritz, sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, alors que les puissances du G7 sont divisées plus que jamais sur plusieurs enjeux. La tension a monté d'ailleurs d'un cran avec les feux de forêt en Amazonie, guerre commerciale aussi entre les États-Unis et la Chine. On va regarder ça sur le plan de l'image ce matin à notre table des coms avec nos stratèges en relations publiques qui reviennent pour l'automne. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, là, votre point de vue sur le G7 en tant que tel aujourd'hui, en 2019, Martine. Bien, écoutez, je crois que le G7 a encore sa place parce que ces gens-là doivent se parler. Je pense que le président Macron a fait un très bon boulot ce matin pour expliquer le pourquoi, sentant probablement qu'il y avait beaucoup de questions à savoir est-ce que ce genre de sommet est encore important. La différence cette année, c'est qu'il n'y aura pas de communiqué commun parce que d'habitude, il y a cette espèce de déclaration commune qui souvent est rédigée avant même le début du sommet. Et cette année, il n'y en a pas. Donc, ce qui pourra réduire probablement le nombre de tensions et de différents... On se souvient de la volte-face de Donald Trump alors qu'il était dans l'avion après le sommet de Charlevoix l'an dernier, hein, qui reniait donc sa signature dans ce communiqué final. Louis, les éditorialistes en France s'en donnent à cœur joie. Ce matin, on peut regarder ça d'ailleurs ensemble, peut-être les mots qu'ils ont utilisés pour qualifier le G7. On parle d'un sommet obsolète, hypocrite, cynique. On parle d'un sommet qui est plus un dialogue de sourds. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ces qualificatifs qui ont été utilisés? En bonne partie, oui, parce que si on regarde, par exemple, les pays du G7, là, présentement, c'est pas vraiment le G7, là. C'est pas les 7 plus grandes puissances mondiales. C'est plus vrai, c'est plus vrai. Puis ça n'a jamais été vraiment tout à fait vrai. C'est une entente, si vous voulez, un lieu informel où on va pouvoir se parler. Si on regardait les vrais pays du G7, on verrait qu'il y aurait un classement très différent. Hein. Par exemple, si on est vraiment en train de parler d'un ordre mondial, mais il n'y a pas la Chine, on parle entre nous. Là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le G7, mais il y a beaucoup de raisons de questionner aussi sa légitimité, je dirais, plus que son utilité. Puis on va y revenir à l'ordre du G7 en 2019, ce à quoi ça ressemblerait aujourd'hui, ces 7 puissances du monde, Louis, en regardant ça. Mais Martine, vous me disiez hors d'onde que ce qui est le plus important de ce qui ressort, ce sont les photos, les arrêts sur l'image lors de ces grandes réunions-là. En fait, ce qui retient l'attention, ce qui marque l'imaginaire, ce sont les images. C'est-à-dire que est-ce qu'on connaît vraiment les détails des ententes? Pas vraiment. Et alors, on se rappelle, dans les années précédentes, il y a des photos qui ont vraiment résumé très bien le sommet de l'époque. L'année dernière, il y avait cette photo avec Angela Merkel qui était à l'épicentre, si on veut, des autres leaders. Et on voyait un Trump qui boudait un peu. Et on voit la photo maintenant qui boudait un peu. Et ensuite, cette photo, en fait, il y a eu plusieurs séquences. Celle qu'on voit présentement, c'est celle qui a été publiée par l'administration Trump, où on voit la main de Trump sur celle de Merkel, un petit peu plus conviviale, différente de celle qui a été virale. On va voir dans quelques minutes. Et aussi, par exemple, le président Macron, l'administration française, a publié la photo qu'on voit présentement à l'écran, où c'est lui qui est à l'épicentre des chefs mondiaux, donc pour se donner une certaine importance. Et avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, où l'image est au centre justement de ces outils. On parle évidemment d'Instagram, de Twitter, de Facebook. C'est les images qui restent. C'est de ça qu'on se rappelle. Et si on peut comparer... C'est celle-là qui a fait le tour. Et ça, ça a été la plus belle. Et qui résumait très bien l'espèce d'ambiance géopolitique à l'époque, c'est-à-dire Trump contre le monde. Et cette photo le résume très bien. Et pour comparer, si on veut, avec les années précédentes, il y a cette photo qui avait été virale du G7 qui s'était passé en Allemagne. C'était la dernière année ou l'avant-dernière année d'Obama au pouvoir. Et il y avait cette photo, cette superbe photo très bucolique où on voit une convivialité et surtout une intimité entre Barack Obama et Angela Merkel. Et ce qui démontre très bien le contraste entre l'avant et l'après. Beaucoup moins tendu, hein, finalement, beaucoup moins tendu. Oui, ce sont ces images qui restent, hein, plus que d'autres choses, parce qu'elles font le tour. On n'a même pas besoin d'un chapeau pour cette photo. On comprend très bien ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est très important parce que ça nous indique, Louis, que chaque chef d'État qu'on va voir
avoir, là, au cours de la journée, puis jusqu'à lundi après-midi, un gros travail de gestion de réputation à faire. Oui, bien, ils vont là avec un agenda. Le premier ministre Trudeau, lui, il va là pas pour simplement être... Il va être sur les photos, mais il y a un rôle à jouer quand même, un rôle de rassembleur. Je pense que c'est le rôle qu'il va se donner. Pourquoi? Bien, c'est assez simple. Parce que, d'abord, l'Allemagne, Mme Merkel se retire, donc elle n'a pas un rôle... Elle pourrait avoir quand même un rôle déterminant vu qu'elle n'a rien à perdre là, d'intervenir, mais quand même, Macron est fragile politiquement dans son pays. Shinzo Abe du Japon, plus tranquille. En Italie, c'est la débandade. Qui reste? Il reste Trudeau, il reste Johnson du Royaume-Uni, il reste... le président Trump. Donc, c'est ces acteurs-là qui vont jouer. Donc, c'est pour ça que Justin Trudeau, il a vraiment une place importante dans ce G7-là. On ne l'a pas encore assez dit, on ne l'a pas encore assez vu, mais il peut se positionner comme un leader, alors que la campagne électorale s'en vient, puis on sait qu'il va se faire tirer dessus. On sait que les conservateurs disent depuis des années que c'est pas un leader. Donc, il y a l'occasion d'établir un petit peu plus sa position de leader. Une belle occasion, c'est ça, vraiment d'avoir la stature de chef d'État avant le vote ici au pays. Donc, la politique intérieure est très importante, même s'il est à l'extérieur. Et c'est pour ça que, justement, les images marquent, parce qu'on va le voir entouré d'autres chefs d'État, donc on va voir sa stature internationale. Mais Justin Trudeau avait mis la table avant même de partir pour Biarritz, parce qu'il avait repris un tweet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit, écoutez, on doit faire quelque chose pour l'Amazonie. Oui. Trudeau a repris ce tweet en disant, c'est vrai, Emmanuel, en montrant un peu aussi les copains d'abord, qui sont amis, pour montrer qu'il est du bon côté de l'histoire, qu'il est, contrairement à Trump, il n'est pas climato-sceptique. Et c'est tellement une des issues qui les différencie avec Trump. Et c'était pour eux important, et pour Justin Trudeau et pour Emmanuel Macron, pour montrer cette différence dès le début. Donc, ça va s'activer aussi sur Twitter. On va pouvoir suivre les différentes déclarations. C'est sûr. Louis, on parlait de la composition du G7 aujourd'hui en 2019, alors qu'il a été créé en 1975. On n'aurait pas nécessairement les mêmes pays dans ce regroupement aujourd'hui. Mais si on prenait seulement le PIB, on peut voir qu'à ce moment-là, le Canada serait exclu du G7. Quand même, on conserverait l'Italie, surprenant. L'Inde viendrait joindre le G7. Elle joindrait le G7 parce qu'elle a, quand même, c'est une démocratie capitaliste. Si on le voit comme ça. Ça permet de voir aussi que il y a un champ... Le vrai rôle du G7, c'est une espèce de concertation des pays de l'Ouest. Il n'y aura pas la Chine. Il y a eu la Russie à un moment donné. C'est reparti. Ça prenait pas grand-chose pour que la Russie reparte. Donc, je ne veux pas faire de géopolitique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une instance politique, donc c'est une instance d'image. On voit d'ailleurs votre travail là, que vous avez fait. Ah bon, oui, c'est ça, oui. Donc, aujourd'hui, là, ce serait États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France. Oui, puis la Chine en deuxième place si on était dans cette dynamique-là. Oui. Donc, la réalité, c'est que si c'est une instance essentiellement informelle et politique, c'est nécessairement une instance d'image, nécessairement une instance de relations publiques. Et puis, à la fin, la réalité, là, on ne se souvient pas d'un communiqué du G7 si marquant que ça. Quels sont les thèmes du G7? Là? Je vais vous dire, l'environnement, ça c'est normal, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a quelques thèmes comme ça dont on n'entendra pas beaucoup parler. Il y a la paix dans le monde, quand même. Oui, l'égalité de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Non, mais les thèmes officiels du G7, ils existent. Là. Ils existent, ces thèmes-là, et on n'en entend jamais parler. On va entendre plutôt parler de, comme vous dites, question de paix dans le monde, oui. Oui, et les photos et les déclarations qui ressortiront donc de ce sommet qui se déroule en France. Merci.